Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Critérium. Critérium, c'est le podcast digital marketing à destination des petites et moyennes entreprises. On va parler dans ce podcast majoritairement de stratégie digitale. Et pour ce faire, on a invité aujourd'hui Cédric Cauderlier de chez Mountain View pour venir discuter avec nous de la place des marketplaces dans l'écosystème e-commerce et comment les petites et moyennes entreprises travaillent avec cette marketplace ou pas. Et c'est de ça dont on va débattre aujourd'hui dans ce podcast. Salut Cédric. Salut Julien. Comment ça va? Ça va, très content d'être le premier invité de ce podcast. Je lui souhaite beaucoup d'épisodes et beaucoup de succès sur ce sujet qui est évidemment hyper intéressant. Donc voilà. Oui, tout à fait. On va essayer de faire ça le plus intéressant possible et effectivement durer le plus longtemps possible. Donc on va aujourd'hui d'abord parler un peu de toi. Donc toi, tu es lead stratégiste chez Mountain View. En quoi consiste exactement ton boulot et ta place dans l'écosystème du marketing digital? En gros, moi aujourd'hui, mon métier, c'est vraiment d'accompagner les marques dans la compréhension du rôle du digital. Et parfois, ça paraît un peu compliqué comme phrase, mais l'idée, c'est vraiment de définir à quoi peut servir le digital pour une entreprise. Parce que souvent, les entreprises se disent, OK, on doit aller vers le digital, mais il y a encore un manque de compréhension parfois à quoi il peut servir, pas juste y être, mais en quoi ça peut bénéficier à l'entreprise et de faire les bons choix. Parce que effectivement, le premier réflexe, ça va être de refaire un site, d'aller sur les réseaux sociaux, éventuellement de faire de la vente en ligne, de créer un site de e-commerce et autres. Mais souvent, c'est fait de manière un peu l'une derrière l'autre, sans une réelle stratégie, une vision vers quoi on va et surtout comment est-ce que ça va s'intégrer dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment notre rôle avec les équipes ici chez Mountain View, c'est vraiment de les aider à définir, OK, mais quelle est la stratégie et quelle va être la place du digital dans le business de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Ça me permet de rebondir ici sur l'épisode de ce jour qui va parler de choix. On va parler notamment des choix des petites et moyennes entreprises de se digitaliser et de passer vers les marketplaces. Donc ça me permet d'embrayer sur le premier tour de ce critérium où on va parler des petites et moyennes entreprises qui se lancent dans l'e-commerce. Donc c'est un fait certain avec la crise sanitaire qu'on a connue ces 2 dernières années. Beaucoup de petites et moyennes entreprises ont été obligées d'arrêter leurs activités offline et donc beaucoup ont pris le parti de se lancer sur le online et se digitaliser notamment via l'e-commerce. Et donc c'est une des solutions qui a été prisée par ces petites et moyennes entreprises, mais nous on travaille dans le digital, on le sait bien, c'est pas évident. Créer un site, c'est compliqué, ça coûte cher. Avoir une stratégie digitale, lancer différents canaux publicitaires pour amener du trafic sur son e-commerce, c'est vraiment pas évident. Chez vous, est-ce que vous avez vraiment senti cette digitalisation s'accélérer avec la crise? Effectivement, on a reçu pas mal de demandes de gens dont soit les magasins étaient fermés, soit les magasins par lesquels ils vendaient étaient fermés. Parce que finalement, il y a 2 modèles. On a des marques qui ont leur propre magasin, et puis on a des marques qui ont des revendeurs. Mais dans les deux cas, en fait, ils devaient faire face au fait que les magasins étaient vraiment fermés. Et puis même quand ils étaient rouverts, il y avait moins de trafic dans les magasins. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute une série de restrictions sanitaires, mais aussi psychologiques. Il y a toute une série de gens qui avaient plus envie d'aller dans les magasins, aller avec des masques et des choses comme ça. Et donc, très rapidement, il y a des entreprises qui sont tournées vers l'e-commerce. Mais ça se fait pas comme ça en un tour de cuir à peau. Malheureusement, ça se réfléchit un peu plus en amont. Il y a des outils à mettre en place. On parle d'un côté effectivement d'un site de e-commerce. Ça, c'est entre guillemets la partie visible de l'iceberg. Mais après, il y a tout le reste qui va concerner les analytics, c'est-à-dire être capable de suivre le trafic qui vient sur le site et de comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait sur le site, qu'est-ce qu'il achète ou pas. Puis on va avoir toute la partie média dont Isoar s'occupe évidemment, mais toute la partie faire de la publicité et de la visibilité pour ce magasin-là. Et puis après, il y a encore toute une série d'autres aspects qui sont plus business, liés à l'entreprise, comment envoyer, les retours, le coût d'envoi, la gestion des plaintes, la gestion des questions et des choses comme ça, ou pour lesquelles les entreprises petites et moyennes qui revendaient principalement par des magasins classiques, devaient pas vraiment faire face à ça, puisqu'en gros ils avaient soit un revendeur, soit un magasin et un vendeur dans un magasin qui posait des questions. Donc, le nombre de questions, le nombre de sources de demandes d'informations était assez limité. Ici, au travers du digital, quand ils se lancent, c'est quelque chose qui grossit quand même pas mal. Oui, tout à fait. Et c'est le cas qu'on a beaucoup chez nous aussi. Ce sont des gens qui arrivent, qui se sont lancés en e-commerce, qui ont créé leur site
soi-même via un Wix, un WordPress, un Squarespace ou même un Shopify, et qui essayent un petit peu de mettre leurs produits, qui essayent un peu de faire du marketing autour de ça, lancer des campagnes Facebook ou Google Ads en quelques clics. Et puis après, ils se rendent compte que finalement, l'e-commerce, c'est pas facile. Et pour les points que tu viens d'évoquer, la gestion des produits, la gestion vraiment du digital, qui n'est pas aussi simple, ou du moins, ces PME n'en ont pas l'habitude, comme elles ont l'habitude de travailler depuis des années avec le réseau offline. Et donc, effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui arrivent chez nous, qui ont été, je vais pas dire dégoûtées, mais qui sentent qu'il faut se digitaliser, mais qui n'ont pas encore réussi à le faire correctement et qui sont en fait en recherche. Et ils se disent, voilà, on sait que ça fonctionne, on est nous-mêmes des clients de business digitaux, donc on sait que ça fonctionne, on a essayé de le faire nous-mêmes, mais on n'arrive pas vraiment à le faire nous-mêmes et on a besoin d'aide maintenant. Et tu as même des boîtes qui finalement laissent tomber le digital, enfin vous l'avez déjà vu aussi, des boîtes qui se disent, voilà, l'e-commerce ça fonctionne pas, c'est pas pour nous, et qui le laissent de côté. Alors que c'est peut-être simplement une erreur de stratégie ou une erreur de mise en place. Mais souvent, l'erreur vient aussi du fait de penser que le digital, c'est gratuit. Parce qu'on est abreuvé dans les médias de success stories d'une marque qui a mis 3 posts sur Instagram et qui est devenue un super vendeur en ligne, qui ont eu un ou l'autre influenceur qui ont relayé leurs produits, qui sont devenus des super gros sites de e-commerce. Malheureusement, moi j'ai l'habitude de dire que en fait, quand on lance un e-commerce, il faut le voir comme si on lançait un magasin physique. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes coûts, mais ils sont juste à des postes différents. Quand on ouvre un magasin, il faut trouver un endroit, il faut le louer, il faut payer la garantie locative, il faut l'aménager en interne, il faut recruter du personnel, il faut du stock pour remplir le magasin, il faut former le personnel pour qu'ils sachent comment le vendre, et il faut faire de la publicité pour rendre le magasin, pour faire que le magasin existe. Alors effectivement, et on va en reparler après, il y a une différence entre mettre son magasin dans un shopping center dans lequel il y a déjà plein de magasins ou le mettre dans une petite rue un peu moins commerçante, mais toujours est-il que dans les deux stratégies, en fait, il y a des coûts. Et pour le digital, c'est la même chose. Il y a le coût de création du site, qui est pas moindre techniquement que le fait de payer un loyer ou d'aménager le magasin en interne, enfin d'aménager l'intérieur du magasin. Et à côté de ça, il y a encore tous les autres coûts, comme on l'a dit, du personnel et autres, qui doivent être mis soit dans la promotion, soit dans l'analytique, soit dans plein d'autres postes. Et donc souvent l'erreur, c'est de dire on va aller vers l'e-commerce, ça coûte rien ou ça coûte pas cher. C'est pas vrai. Se lancer dans l'e-commerce, ça coûte pas rien. C'est juste que les postes sont différents. Oui, tout à fait. Et donc, ça nous permet d'embrayer sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que quand on parle d'e-commerce, les gens pensent souvent à je crée mon site e-commerce, je le fais moi-même. Mais très peu de PME finalement se posent la question, tiens, pourquoi je n'irais pas vendre via une marketplace, notamment via Amazon ou d'autres. Et j'ai l'impression depuis déjà plusieurs années dans notre écosystème que la marketplace n'est pas la première idée qui vient en tête des PME pour la vente en ligne, alors que eux-mêmes sont consommateurs et achètent via des plateformes de marketplace. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu éloigné pour eux. Oui, mais effectivement, c'est un réflexe de dire, non, mais moi, je vais vendre par moi-même, je vais pas aller vendre sur une autre plateforme, mon produit est suffisamment bien, mon produit est suffisamment bon. Malheureusement, c'est exactement le même modèle que de s'installer dans un shopping center ou de s'installer dans une petite rue commerçante d'une commune un peu éloignée. Le volume de trafic qui va être généré pour l'un ou l'autre sera complètement différent. Effectivement, si on se retrouve dans un shopping center comme à Rive Gauche, Belle-Île, Docks ou autre, on a naturellement du trafic qui arrive dans le shopping. Ce sont des gens qui allaient voir pour un magasin ou un autre et qui en passant devant du terrain, c'est sympa, je vais aller voir. Et donc, on bénéficie d'un trafic naturel. Là aussi, on se retrouve dans une petite rue commerçante, voire pas commerçante, parce qu'il y a aussi des magasins qui se lancent un peu excentrés. En fait, on doit faire tout le travail de ramener les gens jusque-là, parce que sinon, les gens passent pas par là, savent pas que ça existe. Et c'est la même chose entre un site d'une marque et les marketplaces. Si on va sur les marketplaces, on bénéficie déjà d'un trafic naturel existant parce que les gens vont. Alors, on va revenir après sur ce qu'est les marketplaces, mais c'est effectivement des Amazon, des Bol.com, des Taobao, des Alibaba, on va y revenir sur plein d'autres exemples après. Effectivement, mettre son produit là-dessus, il sera plus visible. Alors, ça a des impacts, ça a des coûts. Effectivement, ça coûte, ils prennent souvent une commission, il y a peut-être un droit d'entrée, il y a peut-être... Mais c'est toute une série de coûts qu'on ne doit pas aller dépenser ailleurs potentiellement. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut savoir faire la balance entre dire, moi, je me lance tout seul, je vais être capable de générer assez de trafic
pour générer des ventes suffisantes pour que mon business soit rentable, ou alors je m'appuie sur un écosystème existant, sur une plateforme existante dans lequel je vais aller vendre mes produits. Mes produits sont bons, mais je vais bénéficier de leur trafic. Oui, tout à fait. Et là, je pense que tu as mis le doigt sur un point intéressant, c'est que beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que le digital est gratuit. On peut effectivement se créer un WordPress ou un Shopify pour presque rien, avoir ses profils sur les réseaux sociaux et on se dit, voilà, si on va mettre notre gamme de produits sur Amazon, Amazon va prendre une grosse commission. Sans pour autant savoir la commission qu'Amazon prend. Mais effectivement, je pense que beaucoup de PME n'ont pas en tête le fait qu'ils s'occupent de tout. Ils ont un énorme trafic sur leur site. Les gens qui vont sur Amazon, ils sont pas en phase de recherche. Ils ont la carte de crédit déjà branchée dans le compte pour acheter. Et je pense que effectivement, les PME ne prennent pas encore cette idée de se dire que oui, je vais devoir payer une commission à ces marketplaces, mais les avantages que j'ai par rapport aux inconvénients ou par rapport à cette commission que je vais devoir payer, ça vaut vachement la peine par rapport à faire un site e-commerce soi-même. Mais moi, je prends souvent cet exemple des petites marches. Créer son propre site de e-commerce, c'est une grande marche. C'est un grand step pour les entreprises en général. Ça veut dire mettre des équipes en interne qui vont réfléchir à quel produit, comment on va le vendre, avoir quelqu'un qui gère peut-être une agence externe qui va le développer ou ils vont le faire eux-mêmes. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais sans avoir aucune idée du trafic qui va pouvoir être généré et des ventes qui vont pouvoir être faites. Et là où, par exemple, Marketplace pourrait être une plus petite marche pour commencer, c'est de dire, je vais aller sur une plateforme sur laquelle il y a du trafic, je vais mettre quelques-uns de mes produits et je vais voir si ça se vend. Et si ça se vend, peut-être que l'étape après, ce sera de créer mon propre site d'e-commerce. Et puis, de combiner les deux. Et puis, de peut-être arrêter les marketplaces. Mais il faut pas le voir comme étant un truc à côté en disant, ouais, mais je sais pas si je vais faire ça. Faut le voir vraiment, voir comment est-ce qu'on peut créer une complémentarité entre les deux. Tout à fait. Eh bien, entamons alors ce deuxième tour du critérium aujourd'hui sur cette phrase. Quelle est la place des marketplaces aujourd'hui dans l'écosystème digital? Et j'aimerais justement avoir un peu ton avis là-dessus. Déjà pour remettre le contexte, qu'est-ce qu'une marketplace aujourd'hui dans le digital? Une marketplace, c'est assez simple. C'est un site de e-commerce qui propose à d'autres vendeurs de venir vendre sur sa plateforme. Donc, il a aujourd'hui une plateforme qui génère plus ou moins de trafic et dans lequel il dit, moi, je vais vendre des produits et je vais permettre à d'autres de venir vendre leurs produits dessus. C'est la version digitale d'un supermarché, enfin d'un shopping mall, d'un centre commercial. Et évidemment, les plus connus, ça va être des Amazon, ça va être des bol.com, mais aujourd'hui, des plateformes comme Fnac.com, par exemple, sont des marketplaces. C'est-à-dire que Fnac vend ses produits, elle permet à d'autres personnes de venir vendre leurs produits dessus. Et c'est en général des plateformes qui bénéficient d'un grand trafic et qui disent nous on veut valoriser ce trafic. Ils ont deux manières de le faire, soit ils mettent de la publicité pour ils vendent l'espace commercial du trafic, soit ils disent non, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va permettre à d'autres de venir vendre dessus et on va prendre une commission. Oui, tout à fait. C'est un modèle qu'on voit de plus en plus. On avait parlé ensemble de chiffres tout à l'heure. Qu'est-ce que représente au niveau de l'e-commerce mondial? Quel est le pourcentage qui va chez les marketplaces et quel est le pourcentage qui va sur les sites e-commerce privatifs, je vais appeler ça comme ça. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50% des ventes en ligne dans le monde vont sur 6 sites internet. Donc en gros, c'est Alibaba, Amazon, Pinduoduo et JD.com. En gros, c'est ces écosystèmes-là, ils représentent plus de 50%. Puis on rajoute 5% pour des magasins au total. Hein. Donc ensemble, ils font plus ou moins 5% du commerce mondial, comme Apple.com, Walmart et des choses comme ça. Et donc, il reste un peu moins de 40% pour tous les autres sites de e-commerce dans le monde. Donc ça donne bien une idée, c'est-à-dire que plus de 60% de la vente en ligne dans le monde aujourd'hui, elle est faite sur une plateforme de marketplace. C'est des chiffres qui sont tout à fait incroyables et c'est là qu'on se dit parfois pourquoi les gens ne pensent, enfin quand je dis les gens, je parle des entrepreneurs et des PME ne pensent pas directement aller vers la marketplace, étant donné que, comme tu le dis, au niveau mondial, ça représente 60% de l'e-commerce qui est fait via des marketplaces. Et effectivement, il y a encore quelques barrières, je pense, au niveau des marketplaces, au niveau des marques pour se dire tiens, je vais me digitaliser sur une marketplace pour la vente de mes produits, parce qu'on peut rappeler au niveau des avantages que peuvent avoir les marketplaces, comme tu l'as dit, les marketplaces ont un trafic volumineux sur leurs différents sites. Elles ont du trafic qui est là pour acheter. Comme on le dit souvent, on va sur Google pour faire des recherches, on va sur Amazon pour acheter qu'on a fait son choix. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ces plateformes ont la structure, autant pour nous en tant qu'acheteurs. C'est très facile, en 2 clics, on a acheté un produit. Pour un vendeur, en quelques clics, il peut vendre ses produits aussi.
Ils ont la gestion des paiements, ils ont le paiement des factures, ils ont la supply chain, comme on a chez Amazon par exemple avec le FBA, Fulfillment by Amazon, qui permet d'envoyer ses produits à Amazon, et c'est Amazon qui va se charger de la gestion du stock et des envois notamment. Donc c'est tout un tas d'avantages qu'ont ces marketplaces qui va être assez difficile de reproduire sur son site, je veux dire au même niveau de qualité dans un premier temps. Et puis, ce qui est aussi sur ces gros sites de marketplace, ce sont la sécurité et la confiance qui est envers ces sites. Voilà, un Amazon qui vous livre en Prime en 24 heures, c'est imbattable. Ça va être quasi impossible à faire soi-même sur son propre e-commerce. Les retours de produits, la sécurité, si j'ai un problème avec mon produit, je vais le renvoyer à Amazon, Amazon s'en charge. Donc tout ça fait que ces marketplaces ont vraiment un avantage concurrentiel et une puissance qui est dingue aujourd'hui au niveau de l'e-commerce. Oui, tout à fait. On y reviendra plus tard peut-être sur les habitudes digitales qui ont évolué notamment à travers ces marketplaces. Mais effectivement, les marketplaces représentent un gage de sécurité dans la tête de pas mal de consommateurs parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils ont déjà acheté dans ce magasin-là. Mais si on revient à ce que tu disais par rapport aux avantages que le marketplace apporte, ben aujourd'hui, effectivement, si on regarde les frais d'envoi pour un pays comme la Belgique, le coût d'envoi avec une plateforme comme Amazon FBA, par exemple, est moindre que des sociétés classiques d'expédition. Donc, c'est-à-dire que si demain un site de e-commerce décide de se lancer et va passer par une solution ou une autre, souvent, en fonction du volume évidemment, en fait, ça coûterait moins cher de l'envoyer par Amazon que de l'envoyer par une société classique, parce qu'ils ont développé leurs propres outils et ils passent par des sociétés classiques, mais ils ont tellement de volume qu'ils ont des prix qui sont vraiment très très bas. Ça, c'est déjà un point. Et puis l'autre point, c'est que tu disais oui, aujourd'hui les gens cherchent sur Google et sur Amazon, ils sont plutôt là pour acheter. On y reviendra après. En fait, ça évolue. Ça évolue et donc Amazon est aujourd'hui aussi considéré comme une plateforme de recherche par les consommateurs. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est d'émerger en tant que e-commerce tout seul face à ces gros mastodontes. Et si je dois donner probablement une raison psychologique pour laquelle les entrepreneurs, comme tu disais, ne passent pas par des marketplaces, ou en tout cas n'y pensent pas, c'est parce que ils ont un petit mouvement de rejet en disant oui, mais on va pas tout mettre chez Amazon, on va pas tout miser sur eux, sinon ils vont être encore plus gros. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut aller dans le sens du courant. C'est pas un petit site local d'e-commerce qui va réussir à changer les habitudes digitales de l'ensemble des consommateurs dans le monde, malheureusement. Et donc effectivement, on pourrait dire ok, mais si tous les entrepreneurs s'y mettent, ça pourrait. Oui, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est pas une stratégie qui évolue très fort et qui permet à des nouveaux venus dans l'e-commerce d'émerger très rapidement. Tout à fait. Et puis ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que tu parlais des frais de livraison et des frais d'envoi au niveau belge. C'est déjà effectivement parfois plus cher et parfois plus compliqué. Mais quand on parle d'envoyer tes produits dans d'autres pays, là le casse-tête est encore plus grand puisque tu dois passer par d'autres transporteurs. C'est encore souvent plus cher. Et un des autres avantages des marketplaces, en général, pour prendre le cas d'Amazon, te permet ton stock de pouvoir l'envoyer dans plusieurs pays aussi et de pouvoir t'exporter et d'aller toucher des marchés qui serait peut-être plus compliqué à aller toucher avec ton e-commerce à toi pour ces raisons, notamment d'envoi, de dédouanement aussi parfois et tout ça. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'autre crainte en général qu'ils ont, c'est la marge que prennent ces plateformes-là. Alors, franchement, elle est très variable en fonction des catégories de produits, en fonction du prix et autres. Et je pense que l'un des premiers jobs à faire, c'est de se renseigner sur quel est le volume de cette marge qui est faite par ces marketplaces, qui peut aller effectivement jusqu'à 50% pour certains, mais qui est beaucoup moindre pour d'autres. Et la question sera de se dire dans la balance, ok, mais 50% d'un produit à 10 euros, ça fait 5 euros. Combien de produits je dois vendre avant de rembourser mon site de e-commerce? Oui, tout à fait. Donc, et combien de produits je dois vendre pour rembourser le marketing que je vais faire autour? Et combien de produits je dois vendre pour être capable d'analyser le trafic et autres? Parce que ces plateformes-là, elles fournissent aussi toute une série d'outils qui permettent de comprendre qui vient sur la plateforme, qu'est-ce qu'elles ont recherché, quel est leur profil en termes d'âge, en termes de pays et autres. Et donc déjà d'apprendre en disant, tiens, dans ce pays-là, ça se vend mieux que dans ce pays-là, ou ce produit-là se vend mieux que celui-là sur telle cible. Et donc après, d'avoir une étape complémentaire qui est de développer son site sur base de cette connaissance qu'on aura acquis sur les marketplaces.
Tout à fait. Et puis ça te permet aussi, comme tu l'as dit, de tester les produits parce qu'effectivement, on a une gamme de produits. Peut-être certains produits vont fonctionner mieux que d'autres. Et travailler avec une marketplace va permettre de le tester, va permettre de voir aussi le volume de recherche qu'il y a sur ces différents types de produits. Et puis aussi, dans certains cas, pouvoir aussi protéger sa marque, puisqu'on le voit, c'est une stratégie qui est aussi je veux dire qu'on voit régulièrement sur Amazon, ce sont des marques qui se positionnent sur leur nom de leurs compétiteurs pour aller chercher des parts de marché. Ou bien des revendeurs d'une marque qui se placent sur Amazon quand la marque elle-même n'est pas sur Amazon. Ça, on le voit aussi. Et donc, c'est une certaine manière aussi de prendre la place, de prendre l'espace sur les marketplaces et de s'assurer que cet espace revient à la marque et pas à des compétiteurs ou à des resellers. Tout à fait. Eh bien, ça nous permet d'aller vers ce troisième tour du critérium aujourd'hui, les habitudes de consommation digitale en 2021. Comment est-ce que les gens consomment? Comment est-ce que les gens achètent? Et quelle est la place justement des marketplaces dans ce customer journey des utilisateurs? Comme je disais un peu plus tôt, en fait, on se rend compte, si je prends un pays comme les États-Unis, 85% des recherches pour découvrir un nouveau produit, c'est soit Amazon, soit Google, avec une pondération quasi égale, c'est-à-dire 40-40 plus ou moins. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plateforme comme Amazon est considérée comme un moteur de recherche de produits. Ils ont 440 millions de produits différents sur Amazon. Et donc, en fait, les consommateurs vont aussi utiliser cette plateforme-là comme un outil de recherche. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, il y a du Google. Les gens vont chercher sur le moteur de recherche de l'information. Mais dans leur parcours digital, ils vont pas avoir qu'une source d'information. Je prends l'exemple des voitures, par exemple. On considère qu'il y a 900 touchpoints digitaux, c'est-à-dire 900 sources d'informations différentes pour prendre la décision d'acheter cette voiture-là plutôt que celle-là. Alors effectivement, c'est différent quand on achète une voiture de quand on achète un pantalon, des chaussures ou un livre. Mais cela dit, pour toute une série de produits, on a besoin d'être rassuré. Donc on va peut-être commencer par Amazon ou Google pour avoir une idée du type de produit. Puis après, on va aller voir le produit sur Amazon. On va aller le voir en magasin. Puis on va revenir sur Internet, on va chercher sur Google des avis de gens et autres, et on va retomber sur Amazon pour voir ce que les gens en pensent. On l'a peut-être déjà vu à l'étape avant, mais alors on va chercher un article, plus de détails sur le produit. Et puis, on va peut-être l'acheter, on va retourner sur Amazon, on va peut-être retourner sur un site de e-commerce d'une entreprise directement, mais on l'aurait pas fait si on l'avait pas découvert sur Amazon. Et donc, il faut pas voir non plus Amazon comme étant l'unique source une unique source de vente, mais aussi comme un moteur de recherche et comme une source d'information. Pourquoi? Parce que si je vais sur un produit sur Amazon, je vais voir son prix, je vais voir les détails du produit, mais je vais aussi voir toute une série de reviews de gens qui ont acheté le produit et qui vont me rassurer sur le fait qu'il est 4 étoiles, 2 étoiles ou 5 étoiles, d'avoir le retour, de pouvoir voir un peu ce que les gens en pensent. Et tout ça contribue. Et effectivement, certains vont dire oui, mais sur Amazon, les avis sont faux, comme sur TripAdvisor ou autre. C'est quelque chose du passé, ça. Aujourd'hui, ces entreprises ont beaucoup travaillé sur la fiabilité des reviews, c'est-à-dire que c'est des achats vérifiés. Il va être très difficile pour vous d'aller mettre un avis sur un produit que vous n'avez pas acheté. Quasi plus possible parce que il va soit pas apparaître, soit être délité, soit, enfin bref. Et donc, ça devient difficile. Ouais. Ça devient très difficile. Et donc aujourd'hui, les avis qui sont dessus sont généralement des achats vérifiés, c'est marqué dessus, c'est des gens qui ont acheté. De un et de deux, le truc qu'il y a, c'est que ces plateformes-là permettent de rassurer le consommateur plus qu'un site de e-commerce d'entreprise. Pourquoi? Parce que sur votre site, vous pouvez entre guillemets faire ce que vous voulez avec ces reviews. Et donc vous pouvez en encoder 1000 et dire c'est super. Et donc, les gens ont quand même encore cette idée-là que sur le site de la marque, je suis pas sûr que les reviews sont 100%. Et donc, aujourd'hui, les consommateurs essaient de trouver une balance entre les différentes sources d'informations qui vont considérer comme crédibles. Alors, ça peut être, on l'a dit, des reviews, ça peut être des articles de blog, ça peut être des reviews qui sont faites sur YouTube, par exemple, et autres. Mais tout ça vient contribuer à la phase d'achat finale. Qu'elle se passe après en magasin, sur le site de la marque ou sur Amazon ou sur un autre marketplace. En fait, tous ces éléments viennent contribuer à un moment à faire que le consommateur va dire « Ok, c'est ce produit-là que je vais acheter ». Oui, tout à fait. Et puis, je pense aussi qu'il y a, comme tu le dis, une phase de réassurance derrière Amazon. C'est effectivement, ça devient normal de commander chaque semaine quelque chose sur Amazon. Et ça nous permet de rebondir aussi sur l'exemple dont on parlait tout à l'heure avec, par exemple, Monoprix en France, où on peut faire ses courses
chez Monoprix via Amazon ou Whole Foods aux États-Unis ou Dia en Espagne. Maintenant, on peut commander ses courses sur Amazon. Donc, Amazon n'est plus uniquement la plateforme où on va acheter des objets de la vie de tous les jours ou des objets tech ou autres. Maintenant, c'est vraiment un compagnon de tous les jours qui nous permet d'aller plus loin, d'aller faire ses courses et je pense que ça va évoluer encore dans ce sens. Et il joue effectivement sur le trust que les gens ont dans Amazon. On pourrait très bien aller faire ses courses chez Monoprix, on va les faire via Amazon pour la facilité, pour la sécurité. C'est ça, en fait, c'est une barrière psychologique que les consommateurs ont. C'est-à-dire que s'ils doivent acheter sur un site qu'ils connaissent pas, ben ils vont parfois avoir peur de mettre leur carte de crédit, ils savent pas si ça va être livré à temps, s'ils ont un problème, qui est-ce qu'ils peuvent appeler, s'il y a un retour, comment ça se passe, est-ce que je suis remboursé, est-ce que la qualité du produit qui va arriver sera bonne? Et c'est pas des questions qui se posent l'une après l'autre dans leur tête, c'est vraiment juste une espèce d'état d'esprit face à un site d'e-commerce qu'ils connaissent pas comparé à un site d'e-commerce qu'ils connaissent. Et en fait, effectivement, c'est juste des habitudes, vous allez être plus rassuré d'aller dans un restaurant que vous connaissez qu'un restaurant que vous connaissez pas. Juste, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être cher? Ouais, ça, je peux le vérifier. Mais est-ce que ça va être agréable? Est-ce que les serveurs sont sympas? Est-ce que l'ambiance est bien? Est-ce que ça va être ouvert? À quelle heure ça ferme? Est-ce que je vais pouvoir demander d'avoir sans oignons? C'est pas des questions que vous posez, mais cela dit, il y a quand même une plus grande appréhension d'aller dans un resto que vous connaissez pas et dont vous avez jamais entendu parler. Je parle pas d'un resto dont on vous a parlé, on vous dit, ouais, c'est génial, tu vas voir, vas-y. Ben, c'est un resto, vous voyez la devanture. OK, on y va? Oui, on y va. OK, ben, on va tester. Et à côté de ça, vous avez un restaurant pour lequel vous allez régulièrement. Vous savez que les serveurs sont sympas, que s'il y a un problème avec le plat, il va le reprendre. Si c'est pas chaud, il va le reprendre. Et donc, ben, par facilité, vous allez aller au restaurant que vous connaissez. Ça, alors, je dis pas que tout le monde se reconnaît là-dedans, mais c'est quand même une tendance assez forte et c'est la même chose au niveau digital. C'est juste se rassurer. C'est les peurs. On a moins peur d'acheter sur Amazon que d'acheter ailleurs. Ouais, c'est exactement, je pense que cette phrase illustre vraiment bien le propos ici. C'est on a moins peur d'acheter sur Amazon que d'acheter sur le site de la marque directement. Puis il y a cette question de peur, cette question de confiance, et puis il y a aussi parfois des questions de c'est plus facile ou c'est moins cher de l'acheter sur Amazon. Je te donne un exemple très très simple. On avait discuté il y a quelques semaines avant de faire ce podcast, je cherchais après un nouveau micro. D'accord? On en avait discuté, tu m'avais conseillé certaines marques. Je m'étais décidé sur une marque que j'allais acheter. J'ai été voir sur Amazon. Tu m'avais même envoyé le lien Amazon directement. Donc, tu m'avais pas envoyé le lien du site de la marque. Tu m'avais envoyé le lien du Amazon parce que ça devient commun. Va voir le produit sur Amazon. Et donc, j'avais été voir ce produit. J'avais été aussi voir, comme tu l'as dit, des reviews sur YouTube, des tests du micro pour voir est-ce qu'il était bien ou pas. J'étais sur le site du constructeur. Et bien, au final, je l'ai quand même acheté sur Amazon. Alors que j'aurais très bien pu l'acheter sur le site du constructeur, mais je l'ai pas fait pour une raison très simple. Amazon Prime, j'étais livré le micro en 24 heures. Si je l'achetais via la marque sur son site, j'étais pas livré aussi vite. Donc, une question de sécurité et de vitesse, je l'ai acheté via Amazon. Je l'ai acheté sur la boutique officielle de la marque, mais je l'ai quand même acheté via Amazon et pas via eux en direct. Non, mais donc, comme on disait, ça rentre vraiment dans les habitudes de la manière dont on va consommer cette information et de comment on va passer à l'achat. Non, tout à fait. C'est quelque chose qui reste, on le voit. Ben, on va parler de quelques cases après, mais on le voit effectivement dans les différentes approches que les gens, les consommateurs ont plus de confiance dans des plus grosses plateformes. Alors, on parle beaucoup d'Amazon ici parce que c'est le plus gros, mais aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui en Belgique, Amazon, c'est pas le plus gros en Belgique, par exemple. Le plus gros en Belgique, c'est bol.com. Alors qu'il ne vend quasi que dans le nord du pays. Mais rien qu'avec ce qu'ils vendent dans le nord, ils sont plus gros qu'Amazon dans toute la Belgique. Et bol.com est aussi une marketplace. C'est leur business model. C'est-à-dire qu'ils ont une série de produits à eux, mais ils ont surtout une série d'entreprises qui commercialisent leurs produits via la plateforme bol.com. Et donc, par exemple, effectivement, si demain, une marque veut aller vendre en Belgique, dans le nord et dans le sud, ben, elle devrait être présente sur bol.com et sur Amazon. C'est ça, tout à fait. Et pour redonner quelques noms de marketplaces, parce qu'effectivement, il y a parfois des sites, on ne sait pas que ce sont des marketplaces. Pour donner certains exemples, parce qu'effectivement, Amazon est assez connu. Tu as évoqué bol.com, tu as évoqué Fnac aussi, qui est une marketplace. On a aussi les magasins Carrefour, leur site de vente en ligne est aussi une marketplace. On a appris il n'y a pas très très longtemps que Decathlon
allait devenir une marketplace. Et donc, effectivement, on parle souvent d'Amazon quand on pense à marketplace, mais comme tu le dis, il n'y a pas que Amazon. Et donc, au cas par cas, en fonction du type de produits que les PME vendent, il y a parfois d'autres marketplaces qui sont tout aussi intéressantes, voire parfois plus intéressantes. Comme Tout à l'exemple de fait. bol.com que tu as émis pour la Belgique. Tout à fait. Après, il y a des marketplaces très locales et c'est là aussi où il faut trouver la bonne balance. Il y a des marketplaces plus holistiques, comme on va les appeler. On a parlé des Big Six, là, donc des Tmall, Taobao, Amazon, eBay et autres, JD.com. Mais en soi, il y a plein de marketplaces plus locales qui existent aussi. Et donc, si on reprend l'espèce de chaîne alimentaire de l'e-commerce, si on veut, ben on va avoir tout en haut les super gros acteurs internationaux, holistiques. Et puis, on va avoir des acteurs qui sont beaucoup plus locaux, mais qui sont quand même très, très forts, mine de rien, localement. Et puis après, on va seulement avoir les sites de e-commerce des PME et des TPE qui, elles, veulent essayer de vendre en direct. Et donc, de là, on arrive à une espèce de hiérarchie où on se rend bien compte que il faut aussi essayer d'aller intégrer ces plateformes-là pour pouvoir exister et faire du volume et rassurer et exister et être présent et être visible. Tout à fait. Et je pense ici, c'est une question qui va arriver parce que effectivement ici, on fait assez bien la promotion des marketplaces, comme tu l'as dit, comme une petite marche avant de faire son e-commerce qui peut être une idée intéressante pour les PME. L'idée, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que je dois être alors sur toutes les marketplaces? Comment est-ce que je vais gérer ça, le fait d'être sur toutes ces marketplaces différentes? Et nous, on le sait pour avoir travaillé sur une marque Twistity dont on reviendra juste après, un case study notamment sur les marketplaces, il y a moyen de travailler de deux façons aussi. C'est-à-dire quoi? Quand on a même son site e-commerce, on peut faire sous-traiter, je vais dire, toute la partie gestion du stock et envoi par Amazon notamment. Et donc, effectivement, on parlait tout à l'heure, ce n'est pas uniquement notre site e-commerce versus Amazon ou versus une autre marketplace. Les deux peuvent fonctionner en binôme aussi et avoir justement délégué toute cette partie de gestion du stock et de commande à Amazon et avoir notre propre site pour notre marketing et récupérer une partie des ventes via nous. Mais de laisser Amazon s'occuper de toute la gestion. Et donc, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ce qu'il ne faut pas oublier, souvent, les marques vont se dire, ouais, mais alors on perd de la marge, on perd ci, on perd ça. Mais il ne faut pas oublier le coût que ça a en réalité. Donc oui, de dire, OK, mais effectivement, on perd de la marge. Mais en fait, engager une personne en plus qui doit faire ça, plus une demi-personne qui doit faire ça, plus un demi-temps plein là qui doit faire ça, mais en fait, ça devient moins rentable qu'à partir d'un moment. Parce que sinon, en l'occurrence, c'est juste des coûts relatifs aux ventes. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de coût. C'est ça. Et donc, la difficulté pour des PME en général, c'est d'avoir des ressources en interne qui vont pouvoir gérer cet aspect-là. Et elles peuvent pas se permettre d'engager sans avoir commencé les ventes. Et si elles commencent à engager et qu'elles ont trop peu de ventes, c'est pas rentable. Et donc là, c'est carrément de la perte. Ici, en allant vers des plateformes comme des marketplaces, en fait, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de bénéfice, mais il n'y a pas de perte. Ouais, tout à fait, c'est pas un investissement perdu puisqu'effectivement, le fee, je vais dire, qu'on doit payer à ces plateformes est payé lorsqu'il y a de la vente. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Ça nous permet de partir alors sur le 4e tour de ce critérium et de se dire pourquoi est-ce que les PME aujourd'hui devraient penser aussi à se lancer sur les marketplaces avant de faire un e-commerce ou quand elles pensent à faire de la vente en ligne. Et j'aimerais ton avis là-dessus. Tu es une PME aujourd'hui, tu veux te lancer sur les marketplaces. À quoi tu dois penser, qu'est-ce que tu dois prendre en compte dans ta recherche? J'irais effectivement ce qu'on abordait juste avant, c'est le coût. Dans un premier temps, le coût, les ressources, l'expertise, tout ça. En fait, soit on paye pour voir, et donc on est dans le cas d'une PME qui dit moi j'ai les moyens d'investir et j'ai le temps que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être à niveau. Et sur ce laps de temps-là, je risque de perdre de l'argent. Honnêtement, c'est pas le cas de beaucoup de PME en général. Ouais, en général, oui, ils veulent des résultats très vite. Après un mois, on se positionne. C'est ça. Et souvent, elles ont déjà investi de l'argent dans leur site e-commerce. Elles ont déjà investi limite de l'argent dans de la publicité haute. Et puis elles disent, OK, mais maintenant, je veux que ce soit rentable. C'est la même chose qu'avec un magasin. Je reviens avec ça. Mais un magasin physique, il n'est pas rentable du jour au lendemain. Et c'est acquis dans la tête des patrons d'entreprise que quand on ouvre un magasin, il faut un certain nombre de mois avant que ce magasin devienne rentable. C'est la même chose avec les sites de e-commerce. Le problème, c'est la perception que les gens ont du digital. C'est de dire, ah, mais le digital, ça marche. Le digital, les gens sont dessus. Le digital, c'est gratuit. Le digital, Et donc, on se dit, OK, ça doit marcher tout de suite. C'est pas vrai. L'avantage du marketplace, c'est de commencer, de se lancer dans l'e-commerce sans devoir absorber tous les coûts.
Et donc, on pourrait très facilement imaginer, et il y a plein de marques qui le font, hein, qui commencent par l'e-commerce, par les marketplaces, et qui disent, OK, on commence là, on regarde comment ça fonctionne. On s'appuie peut-être à 100% sur un acteur comme bol.com, Amazon ou autre, qui va faire 100% de la gestion. C'est-à-dire qu'en gros, le seul truc qu'ils doivent faire, c'est livrer leurs produits dans les stocks là-bas. Et puis, derrière, alors, de nouveau, c'est pas je mets mon produit et puis j'attends. Il y a de la promotion à faire aussi. Mais ça demande quand même un peu d'investissement en termes de temps, en termes de ressources, mais beaucoup plus segmenté, beaucoup plus ciblé à un moment. Dire, OK, je dois faire ma page sur Amazon ou bol.com, un peu de design, un peu de contenu, je dois mettre mes produits en avant, je dois avoir quelques pack shots et eux. Mais ça, pour un site d'e-commerce, ils devront quand même l'avoir. Donc, ce travail n'est pas perdu parce que le jour où ils lancent leur e-commerce, ils pourront réutiliser cette matière-là. Donc, entre guillemets, ils payent un peu pour cette partie-là, mais ils ne payent pas de coût de développement pour un site web. Et à côté de ça, il y aura un peu d'investissement dans tout ce qui est média sur des plateformes comme Amazon, bol.com et autres, puisqu'effectivement, ces plateformes-là ont aussi un système de publicité qui permet de faire émerger les produits. On l'a dit, il y a 440 millions de produits sur Amazon. Mais effectivement, les gens tombent dessus, c'est pas juste par l'action du Saint-Esprit. Et en soi, je pense qu'effectivement, c'est une bonne première marche pour des entreprises qui se disent, moi, je veux essayer d'aller vers l'e-commerce, je veux essayer de comprendre comment ça fonctionne et je veux surtout essayer de l'intégrer dans ma stratégie d'entreprise au niveau global. Les marketplaces peuvent être une bonne première marche qui est beaucoup moins complexe, beaucoup moins coûteuse que d'aller développer son propre site de e-commerce. Mais totalement, je te rejoins à 100% sur cette démarche-là et c'est ce qu'on conseille aussi beaucoup, c'est de d'abord tester le marché avec des marketplaces parce que vous allez éliminer toute cette partie délicate de la gestion des stocks, de la création du site, des coûts engendrés. Prenez d'abord la température et puis vous allez peut-être vous rendre compte que finalement les marketplaces fonctionnent très bien. Et je rebondis là-dessus pour qu'on puisse parler du cas de Twistity. Je vais te laisser expliquer un peu ce que c'est Twistity. Et sur Twistity, on s'est rendu compte que, de la place que Amazon prenait dans le volume de vente global était vraiment impressionnante par rapport aux ventes qu'on sait sur le site. Mais tout à fait. En fait, donc Twistity, c'est une marque de monde pour enfants qui a été développée par deux frères belges et qui aujourd'hui fait partie de MTV Networks, comme Isoar, comme Mountain View, dont on fait partie, ouais. dont on fait tous partie. Et le truc qu'il y a, c'est que il y a des ventes qui se font en ligne directement sur le site de Twistity, mais le rôle de Amazon, c'est d'apporter la réassurance aussi. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui est un peu connue, un peu. Effectivement, aller acheter une montre sur un site de e-commerce qu'on ne connaît pas, même s'il y a des avis dessus, c'est pas assez rassurant. Et donc, les gens vont sur Amazon, soit la découvrent sur Amazon, soit vont après, dans leur phase d'achat, après leur première découverte parce qu'ils ont une publicité sur Facebook, sur Instagram ou autre. Ils vont voir sur Amazon le produit, vont voir un peu les reviews, vont voir un peu les détails du produit dessus. Et puis, soit ils l'achètent sur Amazon, soit ils retournent encore sur le site de Twistity. Alors, pour la petite histoire, sur le site de Twistity, on dépend entièrement du Amazon Fulfillment, c'est-à-dire que même les ventes qui sont faites sur le site sont gérées par les stocks d'Amazon et sont envoyées directement par Amazon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est une petite société, c'est une petite société Twistity, même si on a fait quelques dizaines de milliers de ventes en 2020. Le truc qu'il y a, c'est que en termes de rentabilité, avoir un entrepôt, avoir plusieurs personnes qui vont gérer les envois, gérer les retours, gérer les questions, gérer les problèmes. Mais en fait, ce serait pas rentable en dessous de 50, 60 ou 70 000 montres vendus. On y est bientôt, donc par an, vendus par an. On y est bientôt, on l'espère, mais à ce stade et en dessous de ça, aujourd'hui, on n'a pas identifié une opportunité purement business, je parle même pas digital, mais purement business, d'essayer d'intégrer ça chez nous. Pourquoi? Parce que les coûts de stockage, il faut un entrepôt assez large et haut. On paye une petite somme à Amazon pour stocker, mais c'est assez faible comparé à la location d'un hangar. Les coûts d'envoi, on l'a dit, aujourd'hui on envoie en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark et autres. Effectivement, ça coûte plus cher aujourd'hui d'avoir un petit contrat sur quelques dizaines de milliers de colis par an que de passer par Amazon. Les retours, le paiement en ligne, la commission des paiements en ligne et autres, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a un site de e-commerce, en fait, on passe par une solution de paiement en ligne qui prend aussi une commission. Donc si on passe par un Stripe ou autre, ils passent tous. Il y a des commissions autour de ça. Effectivement,
Mais nous aujourd'hui, cette formule all-in qui est proposée par les sites par les marketplaces aujourd'hui, elle nous convient bien en fonction du volume qu'on fait. Mais en attendant, on apprend beaucoup. On sait ce qui se vend, ce qui se vend pas. On a une vision sur qui achète, dans quel pays, qu'est-ce que ça nous coûte de vendre en termes de publicité, puisqu'on fait aussi de la publicité. Alors aujourd'hui, donc on a relancé la marque puisque elle est rentrée dans MTV Networks en décembre 2019. On s'est laissé jusqu'en août 2020 pour arriver à la remettre à niveau et définir une stratégie claire, une plateforme de vente en ligne, la présence sur les marketplaces et autres. On a fait x15 le nombre de ventes en ligne avec une stratégie digitale pertinente, notamment, principalement basée sur les marketplaces aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, ici, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est un concept un peu hybride avec un site qui est un site propre à la marque, mais qui compte sur Amazon pour toute cette partie. Donc, comme tu le disais, les ventes sont envoyées à Amazon. Et ça permet aussi, je pense, pour les petites et moyennes entreprises de déléguer toute cette partie chronophage, compliquée et où on peut faire des erreurs pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important. C'est son propre marketing de marque, c'est son product market fit, c'est comprendre ses utilisateurs. Tu as plus de temps pour le faire quand tu délègues toute cette partie d'envoi et de gestion. Et pour avoir bossé avec toi sur les campagnes de promotion digitale de Twistity, on l'avait vu. Donc Twistity avait eu la chance de passer dans 1 ou 2 reportages télé en 2020. Eh bien, on le voyait. Après le reportage télé, évidemment, il y avait un volume de recherche qui augmentait sur Google, mais on voyait le nombre de ventes augmenter sur Amazon le lendemain ou le surlendemain des reportages TV ou radio. Donc, il y a une partie des gens qui vont faire leur recherche dans Google, mais il y a une partie des gens qui trouvent le concept intéressant. Ils vont voir en direct sur Amazon. Ouais, je vais te donner un autre exemple dont je t'ai pas encore parlé, je pense, mais et sur lequel tu as aussi travaillé. Tu vois, les ventes en ligne. J'ai eu la chance de sortir un livre il y a quelques mois sur le marketing et la stratégie digitale. Il y a eu une phase d'1 mois et demi entre la pré-release, l'annonce, la précommande, puis 1 mois où le livre était disponible en librairie et en vente en ligne sur certaines plateformes. Mais seulement 1 mois et demi après, il a été disponible sur Amazon. On a vu un volume de vente très important à partir du moment où il est sorti sur Amazon. C'est pas des gens qui ont été le chercher sur Amazon et qui l'ont découvert sur Amazon. C'est des gens qui l'ont vu pendant cette phase de promotion et qui se sont dit, moi, je vais attendre que ça sorte sur Amazon et j'achèterai sur Amazon. Point. Et pourtant, ils avaient l'occasion de l'acheter sur le site de la Fnac, sur le site de Club, sur le site de l'éditeur, sur le site d'aller en librairie. Il était disponible dans toutes les librairies et autres. Pourtant, il y a un grand volume de personnes qui ont attendu la sortie sur Amazon pour l'acheter sur Amazon. Ouais, c'était impressionnant et je pense que ça t'a même permis d'être top des ventes pendant un certain nombre de jours puisque tout le monde s'est rué effectivement pour l'acheter à ce moment-là sur Amazon. Ouais, dès que j'ai annoncé que c'est sorti sur Amazon, en fait, le livre a été numéro 1 en marketing, en gestion, et ci et ça, alors qu'il n'y avait aucune promotion sur Amazon. Donc ça prouve bien qu'en fait, tout le travail qui a été fait en dehors d'Amazon, est-ce que ces gens l'auraient acheté s'il n'y avait pas Amazon? Si je l'avais pas sorti sur Amazon, je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr qu'ils l'aient acheté si je l'avais pas mis sur Amazon. Ouais, tout à fait. Et c'est très probable, comme on le disait tout à l'heure, pour cette question de facilité, de sécurité, de Prime qui te livre en 24 heures. Tout ça fait que beaucoup de personnes sont habituées aujourd'hui. J'ai ma carte de crédit qui est branchée dans Amazon. Des fois même, je suis livré des trucs, je me souviens même plus que je les ai achetés sur Amazon parce que je les ai mis dans mon panier avec le reste. Fais gaffe. Donc effectivement, Amazon arrive vraiment à rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans les intérieurs et mais ça va beaucoup plus loin. Une commodité. Ça va beaucoup plus loin. Tu parlais de l'exemple de Monoprix. Donc Monoprix, comme toutes les enseignes de retail, il a son propre e-commerce. Et pourtant, donc Amazon chasse les retailers pour qu'ils viennent vendre leurs produits sur Amazon, évidemment, que ce soit chez nous un Delhaize, un Carrefour, un Colruyt, ou en France des Auchan, des Mousquetaires et autres. La plupart des retailers disent non, nous on a notre propre plateforme. Monoprix a été l'un des premiers à dire ok, on va essayer. Ils ont listé 6500 produits. Dans les 48 heures, ils ont dû arrêter les ventes sur Amazon tellement ça avait du succès, ils n'avaient plus de slots de livraison. Il n'y a rien qui a changé, c'est les mêmes produits que sur le site de Monoprix. Pourtant, il y a une ruée sur les achats de Monoprix sur Amazon. Pourquoi ils peuvent acheter ces mêmes produits, exactement les mêmes produits sur le site de Monoprix juste à côté et ils achètent chez Monoprix aussi. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Et donc aujourd'hui, on voit effectivement que cette stratégie évolue. Aux États-Unis, par exemple, je pense que tu payes $220 par an pour un abonnement qui est complémentaire à Prime, où en fait tu peux commander tes courses et elles sont livrées le lendemain chez toi. Tu peux commander autant de fois que tu veux. Donc en gros, tu as besoin de tomates. Alors, je parle pas de l'impact écologique de cette approche-là, mais cela dit, l'avantage de pouvoir dire ok, moi je commande, j'ai besoin de ça, le lendemain, voire même dans la journée, c'est livré
chez Dans eux. la journée, oui. Et donc, effectivement, ça devient une commodité. Et demain, je pourrais acheter, comme tu as dit, chez un DIA, chez un Monoprix ou autre, directement via Amazon, via ce système d'Amazon Fresh ou autre, potentiellement. Et donc, c'est une marketplace pour les retailers. C'est ça, tout à fait. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Amazon et ses marketplaces deviennent des commodités. Elles représentent comme on l'a dit en début d'épisode, la majorité des ventes e-commerce mondiales au jour d'aujourd'hui, et c'est pas prêt de s'arrêter. Amazon ne fait que grandir, les marketplaces ne font que grandir, le nombre de sites de marques qui deviennent des marketplaces ne fait que grandir aussi, on le voit avec des exemples de sites qui sortent tous les mois et qui annoncent qu'ils vont devenir une marketplace. Et donc je pense que ces marketplaces sont amenés à de plus en plus évoluer et de prendre de plus en plus de parts de marché. Finalement, on n'est pas en train de dire ici dans cet épisode qu'il ne faut plus faire d'e-commerce et qu'il faut faire uniquement des marketplaces. Pour le rappeler encore une fois, la marketplace dans notre stratégie digitale pour les PME est une petite étape qui permet aux sociétés qui ne sont pas encore digitalisées, qui ne font pas encore d'e-commerce, de se lancer tout doucement sur l'e-commerce et de pouvoir tester le marché, tester leurs produits. Tout à fait. Mais effectivement, après, on passe sur des solutions hybrides où on connecte son site au marketplace et puis la version finale qui est on a son propre site. Tout à fait, mais je pense qu'effectivement c'est ça qu'on voulait en tout cas illustrer aujourd'hui, c'est la complémentarité en fait entre un site de e-commerce et les marketplaces, quelles qu'elles soient, même si on a beaucoup parlé d'Amazon. Le truc qu'il y a, c'est que il faut pas le dénigrer en disant non, ça c'est pas pour moi. Ça peut et ça doit faire partie d'une stratégie digitale e-commerce sur le moyen, le long ou le moyen, le court ou n'importe le long terme, mais en tout cas ça doit être intégré, réfléchi, et pas juste se dire c'est pas pour moi, mais se dire à quoi ça peut servir. Après, on peut dire c'est pas pour moi. Ça, c'est encore autre chose. Mais il faut au moins se poser la question. C'est ça, il faut avoir le questionnement et le raisonnement dans sa stratégie digitale, de se dire voilà, est-ce que la marketplace a une place aujourd'hui dans ma stratégie digitale? Et on va terminer là-dessus. Après cet épisode que je trouvais super intéressant sur les marketplaces, et je pense que ça intéressera beaucoup de PME qui ont peut-être cette réflexion de se dire ben voilà, je fais de l'e-commerce, j'essaie ou j'aimerais le faire. Quelle est la place des marketplaces dans ma stratégie digitale? Et pour rappeler les gens qui veulent aller un petit peu plus loin dans la stratégie digitale, pour rappeler ton livre, Cédric, La stratégie digitale marketing, ne ratez pas le coche, qui est encore disponible sur Amazon et sur les plateformes Fnac, qui est aussi super intéressant pour les entreprises qui veulent aller un petit peu plus loin dans la réflexion de stratégie digitale marketing en 2021 et 2022. Tout à fait. Un grand merci en tout cas pour l'invitation. Eh ben, c'était top. Merci Cédric, merci à tous et on se retrouve bientôt. On a la ligne d'arrivée de ce premier critérium. On a fini nos 4 tours en 47 minutes ici. Je pense que l'épisode était bien compact et j'espère que un maximum de personnes trouveront de la valeur dans ce qu'on vient de raconter. À très bientôt. Salut. Salut.